Je me suis décidé, je pense que vous le savez si vous avez vu une de mes dernières vidéos où je vous ai dit que j'allais refaire mon site, je vais le refaire à l'aide de WordPress et de Flotem. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche, donc on va passer la deuxième, on va attaquer et on va commencer la mise en place de mon site. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de cette série sur refaire son site web, ou en tout cas refaire mon site web, qui pourra peut-être vous inspirer aussi pour refaire le vôtre. J'avais à la base l'espoir de sortir cette vidéo la semaine passée, et en fait, malheureusement, du travail m'est tombé dessus, j'ai eu beaucoup plus de travail que ce que je pensais, donc non, notre industrie n'est pas morte, il y a encore largement de quoi faire en tant que photographe ou créatif en général. C'est d'ailleurs, je pense, le meilleur moment pour travailler sur sa stratégie de communication et se différencier vraiment des autres, ce qu'on va essayer de faire au travers de cette série de vidéos. Le programme d'aujourd'hui, ça va être la mise en place du WordPress de base. On va donc pas aller très loin, on va pas forcément rentrer dans tous les détails parce que je pense qu'il y a des choses qui ne méritent même pas d'être discutées. On va vraiment mettre en place un WordPress de base, installer déjà 2-3 petits trucs, configurer quelques petites choses pour ensuite pouvoir vraiment se concentrer sur la partie du contenu et aussi de la personnalisation un petit peu plus poussée. Pas non plus envie de faire des vidéos qui durent 2 heures, donc on va essayer vraiment de condenser tout ça et de faire un truc qui est intéressant avec juste ce qui vous est utile et nécessaire pour vous aussi mettre en place WordPress. Mais avant d'attaquer, un petit mot du sponsor d'aujourd'hui, c'est le même que dans la dernière vidéo parce qu'il me supporte pour cette série, parce que sans eux, je pense pas que j'aurais pu faire, à vrai dire, cette série de vidéos. Cette vidéo est sponsorisée par Flotem. Flotem vous propose des templates pour WordPress qui sont faciles à installer, hautement personnalisables et qui ont été développés exprès pour les photographes et les créatifs. Vous pourrez ainsi avoir un thème qui ne ressemble pas à celui que tous vos concurrents peuvent avoir, car vous pourrez le personnaliser selon vos envies. En plus de ça, Flotem est largement documenté avec de nombreuses vidéos en anglais pour vous aider à installer votre thème et WordPress. Et si le référencement est important pour vous, il l'est aussi pour Flotem, leurs templates sont optimisés pour vous aider à être bien référencé par les moteurs de recherche principaux. Pour en apprendre plus sur Flotem, n'hésitez pas à vous rendre sur flotem.com, vous pourrez y découvrir les nombreux templates qu'ils proposent et ainsi trouver celui qui est adapté à votre branding et qui présente le mieux vos créations. Pour commencer, bien entendu, qu'est-ce qu'il nous faut ? Un hébergement et un nom de domaine. Ben oui, sans ça, ça va être compliqué de faire notre site sur WordPress parce que le but c'est ici d'avoir un hébergement qui nous appartient, entre guillemets, ou en tout cas d'avoir notre site WordPress hébergé sur l'hébergement de notre choix et pas sur wordpress.com. Comme ça, on va vraiment pouvoir aller assez loin dans la personnalisation sans pour autant avoir à payer l'abonnement qui est assez coûteux sur wordpress.com pour une personnalisation complète. Lorsque je travaillais dans l'informatique, j'ai eu l'occasion de tester pas mal d'enregistreurs et d'hébergeurs. Au final, il y en a toujours 2 sur lesquels je m'appuyais. Il s'agit d'Infomaniac et de Gandhi. Infomaniac est en Suisse et Gandhi est en France. Les raisons pour lesquelles je reste vraiment sur ces 2 prestataires sont pas très compliquées, sont même assez simples. Tout d'abord, et c'est vraiment la première et la plus importante des raisons, ils ont un support qui est solide. Autant l'un que l'autre, vraiment pas de différence à ce niveau-là. Gandhi comme Infomaniac sont vraiment très réactifs au niveau du support et ils sont surtout très utile, parce qu'il y a des fois des supports auxquels on écrit, on doit relancer 40 mails pour avoir une réponse, avoir une solution. Avec Gandhi Infomaniac, à chaque fois que j'ai eu des soucis, à chaque fois j'ai pu régler mon problème et à chaque fois j'ai pu le régler rapidement. C'était jamais des gros soucis non plus, mais au moins ils ont été utiles, ils ont répondu à ma question, ce qui n'a pas toujours été le cas avec d'autres hébergeurs dont je tairai le nom aujourd'hui. En plus de ça, je vous l'ai dit, tous les 2 sont basés entre guillemets en Europe, enfin en Suisse et en France, et tous les 2 proposent donc un support aussi en français, ce que je pense que beaucoup d'entre vous apprécieront aussi, surtout quand il s'agit un petit peu de technique, on apprécie d'avoir un interlocuteur qui parle notre langue, c'est des fois plus facile aussi à s'exprimer, et être compris accessoirement. Et puis, ils sont basés en Suisse et en France, on revient sur ce point, mais ça a aussi une autre importance, le fait de leur base géographique, c'est par rapport entre guillemets au temps de chargement. On va faciliter un petit peu l'explication, j'ai pas envie d'aller dans les détails là-dedans, mais c'est généralement une bonne pratique que d'avoir un hébergeur qui est physiquement assez proche de nos clients. Par exemple, si vous avez des clients qui sont principalement en Suisse ou en France ou en Belgique, enfin bref, au centre de l'Europe, c'est pas forcément une grande idée d'aller chercher un hébergeur qui se trouve à San Diego, qui se trouve à Bangkok, ou je sais pas trop où, perdu à l'autre bout du globe. C'est vraiment
pas la meilleure idée du monde. Je sais qu'il y a des moyens de compenser un petit peu ça, et d'ailleurs on va en utiliser et on en parlera dans une prochaine vidéo, mais en tout cas quand vous faites un site de base et que vous voulez pas trop compliquer le truc, et même si vous compliquez un petit peu la chose, essayez dans la mesure du possible de prendre un hébergeur local, et c'est pour ça entre autres que je choisis du coup Infomaniac et Gandhi en général pour de l'hébergement. Puis il y a un autre point aussi qui pour moi a quand même son importance, c'est les tarifs. Tous les deux ont des tarifs qui sont corrects, qui sont dans la norme du marché. C'est pas non plus des prix qui sont complètement stratosphériques, et c'est pas non plus des prix qui sont ras et pâquerettes, et où des fois on se retrouve du coup un petit peu embêté, parce qu'il y a certains hébergeurs ou registraires de domaine qui vont vous poser des conditions pour ensuite par exemple transférer votre nom de domaine à un autre. Vous allez devoir passer à la caisse, ça va vous coûter plus cher que d'acheter le nom de domaine ailleurs. Des choses des fois un petit peu bizarres, et pour ça si vous choisissez un autre registraire ou un autre hébergeur que Gandhi ou Infomaniac, sincèrement, pensez bien à regarder en détail les conditions d'utilisation et aussi celles d'annulation et de transfert par la suite, parce que vraiment c'est là où des fois les surprises se cachent et où du coup la différence de prix peut aussi se faire sentir en plus de celle du support qui est souvent... Pour le site quentindescahiers.com, je suis parti sur Gandhi. Au départ, j'avais dans la tête de prendre du Infomaniac, et puis sur Gandhi, au moment où j'ai fait l'achat de l'hébergement, ils avaient une offre. Ils avaient une offre avec un hébergement à 50% pour la première année, ce qui m'a fait un coût de 36 €, 37 € par là autour pour une année, ce qui est vraiment rien du tout. C'est hyper abordable. Et bah du coup, je suis parti là-dessus, parce qu'en plus de ça, j'avais déjà mon nom de domaine qui était chez eux, ce qui me permettait d'avoir une mise en place de mon site encore plus simplifiée, parce que j'ai presque rien eu à faire. Si vous aussi vous considérez refaire votre site et que vous allez partir sur du WordPress qui sera hébergé sur un hébergement de votre choix, pensez vraiment à regarder aussi les options, parce que je suis parti sur Gandhi pour ce que je vais en faire, ça me suffit. Maintenant, peut-être que selon ce que vous voulez faire, si vous avez un site qui va beaucoup grandir, considérez peut-être ajouter une grosse boutique en ligne, ou je sais pas, des services particuliers dessus. Peut-être qu'au niveau du développement par la suite, Infomaniac sera plus intéressant, comme peut-être que pas. Il y a aussi des services supplémentaires sur Infomaniac que vous n'aurez pas forcément avec Gandhi, notamment je pense aux adresses email, où il y a une gestion un petit peu différente. Si vous avez besoin d'héberger vos emails, pensez à regarder les deux options et à regarder ce qui est le plus intéressant. Pour ma part, mes emails sont déjà hébergés par du, entre guillemets, Gmail, enfin Google Business, ou je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Donc pour moi, c'était clairement pas primordial. La seule chose qui m'intéressait était vraiment l'hébergement. Tout le reste qui va autour de mon site et tous les services qui vont avec, je les avais déjà. J'ai mon nom de domaine, j'ai mon hébergement. On peut maintenant passer à l'installation. Et ce qui est absolument génial avec Gandhi, c'est qu'en fait, ils ont un support, entre guillemets, natif. Je sais pas vraiment si on peut dire ça comme ça, mais enfin bref, on va le dire. N'ayons pas peur des choses. Ils ont un support natif de WordPress, c'est-à-dire qu'on peut faire une installation littéralement en 3 clics. Peut-être 4 ou 5. Mais bref, vous me comprenez, super facile à installer, vraiment. J'étais à vrai dire moi-même choqué. C'était tellement facile que du coup je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai dit dans la précédente vidéo que WordPress était plus compliqué à installer que Squarespace, c'est peut-être pas complètement vrai. Parce que si par exemple on prend tout chez Gandhi, c'est excessivement simple. On achète le domaine qui est connecté automatiquement ensuite à notre hébergement. Vraiment à ce niveau-là, c'est pas compliqué du tout à mettre ça en place. Et ensuite l'installation, on va juste sur notre interface admin dire qu'on veut du WordPress. Ça va mettre les fichiers en place sur notre hébergement. Et à partir de là, on fait juste choisir la langue, un titre, un slogan, un nom d'utilisateur, un mot de passe suivant, et l'installation, elle est terminée. C'est sincèrement plus simple que ça, c'est compliqué. À partir de là, mon site était moche, mais en ligne, et du coup, j'avais juste 2-3 petites choses dans WordPress que je souhaitais régler avant de vraiment passer à la suite. Il y a toujours 2-3 petits ajustements de base ou 2-3 petits réglages de base que je fais sur mes installations WordPress, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. On va parler des 312 000 plugins qu'on peut potentiellement installer, mais vraiment le WordPress de base, qu'est-ce qu'on va déjà changer et ajuster, ou il faut garder en tête pour ajuster par la suite. La toute première chose, normalement vous l'avez fait au moment de l'installation, mais je sais que des fois on est un petit peu paniqué au moment de l'installation en disant mince, il faut vite que je le fasse. Du coup on tape un truc, c'est le titre et le slogan. Ils ont leur importance, et d'ailleurs on y reviendra quand on parlera du référencement, mais ils sont quand même utiles pour notre site, et c'est important de bien les définir. Pour ma part, je vais toujours les recontrôler, déjà qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe dedans, que ce soit effectivement ce que j'ai envie de mettre, et mettre dedans des mots-clés. Surtout dans le slogan, en tout cas, moi je mets toujours des mots-clés de manière à avoir un petit peu les mots clés principaux pour lesquels j'ai envie d'être trouvé. Le titre, c'est simplement mon nom et mon prénom, mais on pourrait d'ailleurs aussi inclure dans ce titre certains mots-clés. Il y a différentes écoles, il y a différentes manières de faire. Pour ma part, le titre, c'est mon nom et mon prénom, c'est mon entreprise, et ensuite le slogan, c'est les mots-clés pour lesquels j'ai envie d'être trouvé principalement. Ensuite, on a un petit truc, ça relève un petit peu plus de l'esthétique que vraiment des réglages importants, mais quoique, c'est le réglage de l'heure.
Déjà, contrôlez qu'ils soient justes, qu'ils correspondent à votre fuseau horaire. Ça se peut qu'ils soient légèrement différents, surtout si l'hébergeur est pas dans votre pays, vous pouvez peut-être avoir des surprises. Et ensuite, c'est de contrôler aussi la manière d'afficher de WordPress l'heure et la date. Par défaut, il y a des options, vous pouvez les choisir différemment, afficher en lettres, en chiffres, enfin bref, choisir un petit peu la mise en page ou l'affichage, la manière d'afficher la date et l'heure, et ça, voilà, pensez juste à le contrôler au même moment que vous contrôlez le fuseau horaire pour que ça convienne à ce que vous avez envie d'avoir. Ensuite, ça c'est plus un truc à garder en tête pour la suite, c'est, on dirait bientôt que je parle avec mes mains plus qu'avec ma bouche, c'est la page d'accueil et la page de blog. C'est important de savoir que vous devrez potentiellement les changer. Par défaut, normalement, ça devrait déjà avoir quelque chose de défini, mais par la suite, vous pourrez venir et indiquer la page d'accueil, c'est cette page, la page où il y a tous mes articles, c'est cette page-là. Et ça, c'est important aussi, en partie pour le référencement, mais aussi pour avoir l'affichage que vous souhaitez par rapport au thème que vous allez installer aussi. Mais normalement, ça devrait se faire automatiquement au moment de l'installation du thème. Autre chose qui est importante à garder à l'esprit, c'est la petite coche cachée qui indique si vous voulez être indexé par les moteurs de recherche. Ça paraît bête comme ça, normalement, ça devrait être décoché de base, qui veut dire que votre site peut être automatiquement trouvé par les moteurs de recherche, ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois, c'est que si votre site n'est pas terminé, que vous avez le contenu tout pourri dessus, genre le contenu de base, vous voulez pas forcément être indexé, c'est forcément une bonne idée que d'être indexé quand c'est le contenu qui ne vous appartient pas. Par contre, du moment où c'est votre contenu, qu'il est final ou presque final, c'est intéressant d'aller et de contrôler que les moteurs de recherche puissent effectivement vous trouver. Autrement, vous pouvez bosser ce que vous voulez sur votre référencement, ça ne marchera jamais. Un autre aspect aussi, là c'est vraiment une considération personnelle je pense, les commentaires. Alors les commentaires, vous pouvez les désactiver et selon le site que vous avez, le type de site que vous avez, ça peut être une très bonne chose de les désactiver. Par exemple, sur le site que j'avais pour les mariages, j'avais toujours les commentaires désactivés. La simple et bonne raison pour laquelle j'ai désactivé les commentaires, c'est que j'avais pas spécialement envie d'avoir des petits commentaires entre les invités du mariage qui venaient sous l'article pour discuter entre eux. Ça apportait pas grand chose au site et j'avais pas non plus envie d'avoir des concurrents qui venaient faire du spam ou d'avoir des gens qui viennent critiquer le travail. Mon but était plus de présenter ce que je fais, c'est une sorte de vitrine. C'est pas une vitrine interactive où les gens viennent et commencent à discuter entre eux en mode ah j'aime bien ça, celle-là elle est un petit peu moche ou ah la compo aurait pu être mieux. J'ai pas envie en plus de perdre du temps à aller contrôler qu'est-ce qu'il y a comme commentaire sur quel article pour ensuite les virer ou les valider. Libre à vous de les laisser actifs si vous trouvez intéressant justement cet aspect interactif et communautaire. Peut-être que selon votre clientèle ça aura de l'intérêt, peut-être que selon le contenu que vous allez avoir ça aura aussi de l'intérêt. Vous pouvez aussi l'activer par article ou le désactiver par article. À vous donc de voir ce que vous voulez mettre comme option par défaut. Mais rappelez-vous-en, histoire de pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Et la dernière option dont on va parler ici, ce sont les permaliens. Comment peut-on expliquer ça simplement? Quand vous tapez un nom de site, par exemple, vous allez taper quentindescaillets.com, si vous voulez accéder à un article, vous allez faire / le nom de l'article. En tout cas, c'est ce que vous auriez envie de faire. Et bien en fait, par défaut, c'est pas ce que WordPress propose. Par défaut, WordPress vous propose d'avoir un identifiant unique, l'identifiant unique de l'article, à taper après le nom de domaine pour retrouver l'article. Si par exemple par défaut je fais un article et que je change pas les permaliens, pour accéder à un article qui s'appelle je refais mon site sous WordPress, vous auriez un truc du genre quentindescaillets.com / ID ou un truc du genre égal et un chiffre unique, un identifiant unique derrière. C'est clairement pas génial. C'est pas génial pour plusieurs raisons. Tout d'abord en termes de référencement, vous n'avez pas de mots-clés dans l'URL, ce qui est dommage, vous perdez une opportunité d'améliorer un petit peu votre référencement. Et autre aspect qui est pas intéressant, c'est que c'est pas du tout visuellement attirant. Quand vous voyez des numéros dans l'URL, des chiffres dans l'URL, vous regardez ça et vous avez un petit peu envie de vomir. L'idée, c'est que le visiteur, quand il arrive sur votre site, il dit « Ah, c'est joli, c'est bien fini, ça me donne envie. Si je veux renvoyer quelqu'un à cet article, c'est super simple, c'est cette adresse-là, c'est pas un truc tout chelou qu'on sait pas trop ce que ça va faire. » Ça rassure aussi les gens qui visitent la page. Vous avez ici plusieurs possibilités. Personnellement, j'utilise presque toujours la formule qui est je crois qu'ils appellent ça titre du post, c'est le %postname %. Ça va permettre d'avoir une URL qui ressemble à, par exemple, à quentindescaillets.com. Je refais mon site avec WordPress avec des tirets entre chaque mot pour remplacer les espaces. Ce qui est déjà beaucoup plus lisible, qui est beaucoup plus intéressant et aussi plus SEO friendly. L'autre possibilité que vous pouvez utiliser si vous pensez que vous allez souvent avoir des articles avec un titre qui va se ressembler, parce que dans WordPress, vous pouvez avoir des articles de blog avec un titre identique, vous pouvez éventuellement rajouter avec le postname le post ID qui vous permet justement de rajouter cet identifiant soit avant, soit après le postname, de manière à être sûr d'avoir toujours des URL qui sont uniques.
pouvez le faire à la main par la suite lorsque vous allez publier vos articles, mais si vous voulez avoir une structure de base qui est similaire pour tous vos articles, vous pouvez le faire aussi à ce moment-là dans les réglages. Pour mon site, ici ça va être du relativement basique, je vais pas me compliquer avec un post ID, je vais garder juste le post name, le réglage par défaut du titre de publication, et c'est tout ce que je vais faire pour les permaliens. Avec tout ça, on a installé notre WordPress, il ressemble toujours à rien, mais on est prêt à mettre du contenu dessus. Maintenant, je sais très bien comment ça se passe. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi. Quand vous avez installé votre site, le premier souci, c'est qu'il soit joli et c'est pas qu'il y ait du contenu fini dessus. Donc, vous avez envie de quoi? Eh bien, d'installer le thème. Forcément, je sais, je suis coupable aussi de ça. J'ai envie d'installer le thème avant de réfléchir à la structure et à mon contenu. C'est débile, mais c'est comme ça. Alors prenons les choses dans cet ordre-là et on verra par la suite la structure, le contenu et on adaptera notre base de thème à ce que l'on verra par la suite. Le thème. Bon bah vous vous en doutez bien, la vidéo et la série ils sont sponsorisés par Flotheme, je vais donc pas installer un truc qui vient de ThemeForest ou je sais pas où. On va travailler avec du Flotheme, mais même si vous travaillez avec un autre thème, je vais quand même vous donner 2-3 astuces qui sont intéressantes et même des astuces qui sont ultra importantes si vous n'avez pas un thème de Flotheme parce qu'il y a des choses qui pourraient vous coûter de l'argent. Pour commencer, on va appeler un chat parce que je vois déjà venir dans les commentaires quelqu'un qui va crier au scandale. Effectivement, les thèmes de Flotheme ne sont pas donnés, ils coûtent 279 $. Et je conçois tout à fait que tout le monde n'a pas forcément envie de mettre cette somme pour un thème WordPress. Actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, ils ont une offre à 25% de remise sur les thèmes, les passe sous la barre des 200 $. Mais il y a aussi 2-3 petits points sur lesquels je voulais revenir et qui m'ont aussi poussé à prendre ces thèmes. Juste le fait que ce soit sponsorisé, parce que la sponsorisation est venue après mon choix. La première chose, l'installation, elle est facile. C'est un conseil que je peux vous donner, même si vous décidez à prendre un de nos thèmes, pensez à regarder les avis des thèmes et à trouver quelque chose qui est facile à installer. J'ai souvent fait l'erreur de prendre un truc sur Envato, sur ThemeForest, et d'avoir un thème qui était vraiment merdique à installer, et je perdais plus de temps à essayer de l'installer et à recréer l'exemple qu'il y avait de démo au moment où je l'ai acheté, que à créer mon site, et au final j'abandonnais et j'allais racheter un autre thème, ce qui au final me coûtait cher pour rien. Avec Flotheme, vraiment, j'insiste là-dessus, l'installation est super facile, la personnalisation aussi, c'est en anglais, mais c'est pas pour autant que c'est compliqué, il y a des vidéos qui sont en anglais si vous avez besoin d'aide, et les suivre, même si vous parlez que français, c'est pas trop compliqué, vous regardez ce qui est fait sur l'interface. Le deuxième point aussi par rapport au thème Flotheme, qui m'a fait passer sur Flotheme, quand j'avais mon site de mariage, souvent le référencement variait d'un thème à l'autre. Avec les thèmes de Flotheme, c'était relativement stable et j'avais toujours un bon référencement. Alors pas que le thème fait le référencement, mais le thème peut fracasser votre référencement comme on avait parlé dans l'autre vidéo, et c'est un des gros avantages à mes yeux de Flotheme, c'est qu'au moins c'est une valeur sûre. Et d'ailleurs Flotheme propose même des services pour nous aider au référencement si on a besoin d'aide. C'est dire si pour eux c'est important. Puis dernière chose, les thèmes sont modulables. Et par exemple, sur mon site de mariage, j'en ai gardé un pendant 4 ans. 4 ans, si vous prenez le total des 279 $, que vous le divisez par mois, sur le nombre d'années que vous l'utilisez, ça fait pas si cher que ça au final. Et j'ai pu quand même changer le look de mon site, parce que du coup, les thèmes sont modulables, faciles à changer et à faire évoluer. On a des éléments de base qui sont déjà bien faits, et qui nous permettent de garder aussi une identité, même si on change un petit peu l'interface du site de base. D'ailleurs, en parlant de modularité, c'est pour ça aussi que je suis parti sur Mono, qui est un de leurs derniers thèmes. Mono, c'est leur thème le plus modulable. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec. Ça m'intéressait pour moi, mais ça m'intéressait aussi pour cette série de vidéos, pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qui est faisable avec Flotheme. Vous allez voir que selon les différentes pages que je vais créer, on va pouvoir vraiment changer des choses et avoir des éléments de base qui sont déjà bien faits et pas perdre de temps à réfléchir à comment créer chaque bloc. En plus de ça, le thème Mono est relativement neutre, clair, élégant, simple. C'est vraiment un truc épuré et c'est exactement ce que j'ai envie pour présenter mon travail. J'ai pas envie d'avoir un truc qui est plein de petites fleurs partout, ça correspond pas du tout à mon identité visuelle. Pour prolonger mon identité visuelle, j'ai envie d'avoir un site qui est simple et épuré et que quand les gens arrivent dessus, eh ben, ils voient surtout les images, éventuellement un peu le texte, mais qui vont pas s'arrêter forcément sur le design de mon site. C'est pas le but. L'installation des thèmes que vous allez acheter pour WordPress n'est vraiment pas compliqué du tout. Vous allez vous rendre sur la partie onglet, ensuite vous aurez un petit bouton au sommet, ils appellent ça en français téléverser un thème, donc uploader un thème. Vous cliquez dessus, vous lui indiquez où se trouve votre fichier zip que vous avez téléchargé de Flotheme ou d'ailleurs, et ensuite ça va l'installer pour vous.
Un petit conseil ici au niveau de l'installation des thèmes, quand vous avez installé vos thèmes, supprimez les autres thèmes que vous n'utilisez pas de WordPress. Petit truc au niveau de la sécurité, c'est toujours mieux de limiter la quantité de fichiers que vous avez. S'il y a des choses que vous n'utilisez pas, vous les dégagez de votre installation. Du moment où tout ça est installé, il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup faire avec les thèmes WordPress, c'est de reprendre le contenu de base. Ça aide grandement à l'installation et à la mise en place de notre site. Le contenu de base, c'est quoi? C'est en fait aussi des fois appelé le contenu de démo, de démonstration. C'est le contenu qui a été utilisé pour mettre en avant le site au moment de la vente. Quand vous allez par exemple sur Flotem, il y a des sites de démo et en fait vous pouvez récupérer ce contenu pour l'avoir sur votre site temporairement, pour ensuite pouvoir personnaliser ça et créer votre site à partir de cette même base. Comme ça, vous avez exactement le même design, la même structure de site que ce que vous aviez vu au moment où vous l'avez acheté. Parce que finalement, si vous avez acheté le thème, c'est aussi parce qu'il était joli. Si vous voulez avoir un truc aussi joli, vous reprenez ce qui était déjà fait, logique. Deux, trois petites choses par rapport à ça. Tout d'abord, si vous avez Flotem, c'est pas très compliqué à mettre en place. Vous allez vous rendre sur le petit onglet tout au fond de votre WordPress qui est Flotem. Et ensuite, vous avez des étapes qui sont numérotées et qui vous permettent de suivre le truc de A à Z avec une des premières étapes qui est justement la récupération du contenu de démo. Comme ça, à partir de là, vous pouvez vraiment personnaliser toutes les autres options en suivant les autres numéros et avoir un site qui est exactement comme vous voulez au niveau graphique, visuel, avant de passer à la personnalisation du contenu. Deuxième petite chose, si vous utilisez le contenu de base ou de démo, faites très attention avec ce contenu. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne savez pas forcément d'où il vient. Avec Flotem, vous avez du contenu qui est libre de droit, donc vous n'avez pas trop de soucis avec. Par contre, Envato ne va pas contrôler ce qu'il y a dedans. Vous pouvez donc tout à fait vous retrouver avec des photos volées qui sont ensuite sur votre site. Le problème que ça pose, c'est que votre site vous appartient, tout comme votre hébergement. Si vous cachez des trucs illégaux chez vous, vous êtes un petit peu responsable parce que c'est sous vos toits. Un hébergement, c'est le même principe. Vous êtes responsable de ce qu'il y a sur l'hébergement. Ce qui veut dire que si vous achetez un thème sur Envato, qu'il y a des photos qui sont volées dedans et qui sont utilisées sans autorisation, que vous les mettez ensuite sur votre hébergement et que vous les laissez sur votre site, le photographe en question pourrait tout à fait se retourner contre vous et ça peut coûter. Et je le sais parce que j'ai de mes photos qui ont été utilisées sur des thèmes et à force de commencer à devoir remplir des plaintes pour que les photos soient enlevées, j'ai commencé à remarquer que c'était toujours sur les mêmes thèmes WordPress et que du coup en fait ma photo avait été volée par quelqu'un qui vendait un thème WordPress sur Envato. Donc si vous êtes photographe déjà, regardez bien les thèmes, ça se peut que vous ayez des photos qui sont utilisées sans votre autorisation sur des trucs qui sont vendus. Et en plus là, si vous êtes aussi photographe et créa, c'est important de pas du coup avoir des photos volées sur votre site, ça la foutrait un peu mal. Tout ça pour dire donc, quand vous utilisez le contenu de base, on a parlé tout à l'heure de la petite coche pour désactiver l'indexation du site. Vraiment, désactivez l'indexation de votre site quand vous mettez le contenu de base, personnalisez-le, quand vous avez fini la personnalisation, vous dégagez absolument tout ce qui ne vous appartient pas de votre hébergement. Supprimez les commentaires, vous supprimez les textes, vous supprimez les photos, s'il y a d'autres contenus, vidéos, musique ou autres, vous les virez aussi, c'est vraiment important. Ça vous évitera des ennuis potentiels par la suite. Pour ma part ici, ce que j'ai fait du moment où j'ai mis le contenu de base, j'ai simplement regardé la structure du site, j'ai dégagé tout ce qui ne me plaisait pas, tout ce qui visuellement m'intéressait pas, correspondait pas à ce que j'avais envie d'avoir, j'ai gardé ce qui m'intéressait, je l'ai soit dépublié pour ensuite le modifier et le publier quand ça serait fini, ou alors adapté pour mettre en ligne sur mon site assez rapidement en reprenant un petit peu le contenu que j'avais sur l'ancien site avant de le personnaliser par la suite, chose qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais là pour le moment je me suis vraiment satisfait de virer tout ce qui n'était pas nécessaire, dépublier ce que j'allais modifier par la suite et modifier légèrement un petit peu ce que j'allais garder, avec entre autres les portfolios, la première page, la page de contact, une page à propos qui ressemble vaguement à quelque chose mais qui sont pas finales. Pensez aussi, quand vous avez fait ça, à noter sur un petit post-it ou à quelque part finalement ce qui vous intéresse. Si vous dépubliez des pages, parce que par la suite vous saurez plus pourquoi vous les avez gardées, comme ça vous vous rappellerez et quand vous allez revenir sur la structure de votre site, vous direz ah oui j'avais gardé ça parce que je voulais l'intégrer je sais pas où. Au moment où j'enregistre cette vidéo, mon site est donc vraiment une base, il n'est pas terminé du tout, c'est surtout pour pouvoir évoluer petit à petit avec vous. J'ai déjà un petit peu d'avance par rapport à cette vidéo, mais ça on y viendra dans la toute prochaine vidéo où on parlera, je pense, des plugins WordPress avant de passer à la suite qui est la structure et le contenu du site. On en reste donc là pour aujourd'hui. L'idée de cette vidéo était surtout de pouvoir récupérer un petit peu les gens qui n'ont jamais fait d'installation WordPress et qui sont en panique à l'idée d'en faire une, vous montrer que c'est pas très compliqué et 2-3 petites astuces de base pour vraiment faire l'installation. Si vous avez déjà installé du WordPress, je pense que vous n'aurez pas appris grand chose aujourd'hui, mais c'est pas grave, il y aura les prochaines vidéos où on parlera un petit peu plus en détail d'autres points importants pour faire notre site.
Si cette vidéo vous a intéressé, vous avez des questions pour la suite de la série, tout ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire juste en dessous. Il y a le bouton pour s'abonner qui doit se balader par là aussi. En attendant, pendant que vous faites tout ça, moi je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.